Bonjour, c'est Olivier pour Systémique et aujourd'hui, toujours pour le challenge 30 jours, 30 vidéos, on va résumer le livre de Jordan Peterson qui s'appelle 12 règles pour une vie. En anglais, c'est 12 Rules for Life, donc je pense que ça se traduit plutôt par pour la vie, mais bon, c'est comme ça. Voilà, donc très beau bouquin, c'est gros, 417 pages. Et on va attaquer tout de suite. En gros, si vous avez actuellement des difficultés un peu dans votre vie, si vous avez un peu de la difficulté à mettre en place des choses, à savoir quel est un peu le sens de la vie, à réfléchir sur différentes questions assez philosophiques, c'est un très bon livre pour ça. Alors évidemment, bon, on n'a pas toutes les réponses, mais c'est assez marrant parce que c'est quelqu'un qui est assez brillant. C'est un grand psychologue et très connu, enfin il y a plein de vidéos sur internet de lui. Et du coup, de façon assez pragmatique et assez scientifique, parce qu'il se base sur beaucoup d'études, et bien sûr son expérience de psychologue, etc., il arrive quand même à donner au moins des directions. Voilà. Donc c'est vraiment, je vous conseille vraiment ce bouquin si vous êtes un peu perdu dans votre vie en ce moment, ou même si vous voulez améliorer quelques points dans votre vie. Voilà. Donc on commence par la première règle, qui s'appelle, la première règle c'est « Tenez-vous en arrière, les épaules droites ». Voilà. Donc en fait, il faut toujours être droit, les épaules en arrière. Et en fait, donc là il va parler des homards. Les homards, c'est très intéressant parce qu'il y a des guerres entre les mâles pour des territoires, donc pour les femelles et pour la nourriture, pour les meilleurs endroits. Et il explique qu'il y a donc c'est vraiment une guerre de la nature. Et il explique qu'à chaque bataille, le gagnant, alors en fait il y a différents niveaux de bataille. Parfois c'est juste de l'intimidation, donc le plus fort gagne sans combat. Parfois c'est juste des petits combats et parfois ça peut aller jusqu'à la mort. Ou quasiment les deux, il y en a un qui est complètement mort et l'autre il est complètement amoché, quoi. Et il explique qu'à chaque niveau, le cerveau du gagnant et le cerveau du vaincu réagissent de façon différente. C'est-à-dire qu'en fait, on voit une transformation du cerveau dans les deux cerveaux. Et le cerveau du gagnant, il a beaucoup de sérotonine. En fait, il se sent plus fort, il se sent meilleur, donc il va plus avoir tendance à réussir d'autres combats. Et celui du vaincu, il a tendance en fait à se rétracter, à changer de cerveau et à acquérir entre guillemets un cerveau de perdant. Voilà. Donc il se base là-dessus en disant que voilà, si on réussit les choses dans la vie, on va avoir tendance à plus réussir. Et parfois, si on perd, on a tendance à plus, si on ne tire pas de leçons de ces échecs, en fait, tout simplement, on va avoir tendance à avoir plus d'échecs. Voilà. C'est très intéressant. Et de toute façon, il y a une règle physiologique de base, c'est que les émotions sont directement liées à votre corps et votre corps est directement lié à vos émotions. Voilà. C'est-à-dire que si vous êtes déprimé, triste, vous allez avoir tendance à vous tenir un peu comme ça, recroquevillé, le visage triste, un peu courbé en avant, pas de sourire, etc. Et au contraire, et ben, si vous vous mettez dans cette position-là, vous allez avoir cette émotion. Et en fait, c'est aussi l'inverse. C'est-à-dire que si je me mets droit, les épaules en arrière, et ben tout de suite je vais avoir des bonnes émotions, même si je suis déprimé. Donc ça c'est une façon très simple d'aller mieux tout simplement. Bon, en fait c'est tout simplement de se tenir droit. C'est-à-dire que le corps, il influe sur les émotions et les émotions influent sur le corps et les deux simultanément. Voilà. La deuxième c'est prenez soin de vous comme vous prenez soin des autres. Il donne l'exemple en fait des médicaments. Enfin, une fois que les personnes sont allées chez le médecin, il y a 30% des gens qui ne vont pas aller à la pharmacie pour acheter les médicaments prescrits. Il y en a 30 autres pourcents, enfin un tiers, et le deuxième tiers qui va mal prendre les médicaments, donc soit il ne va pas les prendre, soit il va les prendre un jour sur deux, et le dernier tiers seulement qui va prendre comme il faut les médicaments. Il dit que ces mêmes gens-là,
si un vétérinaire prescrit des médicaments pour leur chien, ils vont donner exactement ce qu'il faut, la dose prescrite, la bonne posologie à leur chien. Et en fait, ça nous amène à la conclusion qu'on a souvent tendance, pour ne pas prendre soin de ses problèmes, de ne pas écouter nos problèmes, de prendre soin des autres. Voilà. Donc il dit que c'est très important de d'abord s'aimer soi-même, d'abord prendre soin de soi-même, et comme ça on va être capable de pouvoir bien aider les autres. Voilà. C'est une règle très importante. La troisième, c'est les amis. Et au sens un peu plus large, en fait, les relations, l'entourage de nous. Il dit, choisissez des amis, pour amis, des gens qui souhaitent ce qu'il y a de mieux pour vous. Alors c'est vrai que parfois on a un cercle social, un cercle d'amis qui dure depuis assez longtemps, et du coup qui ont du mal à nous voir évoluer, parfois dans le bon sens, dans le mauvais sens. Alors c'est vrai que parfois des amis, c'est très très positif dans le sens où ça peut vraiment être des socles en fait, dans les mouvements un peu compliqués de la vie. Mais parfois c'est eux, inversement, qui peuvent pas nous tirer vers le bas, mais par exemple ne pas comprendre certaines de nos évolutions. Et donc ça peut être un très très bon repère pour discuter avec eux, savoir si vraiment ce que vous apprenez, ce que vous changez ou les méthodes que vous mettez en place sont bonnes ou pas. Mais parfois ils ne vont vraiment pas comprendre en fait. Et donc à ce moment-là, le but c'est de ne pas couper des ponts, mais c'est peut-être de vous trouver des amis qui vont plus être dans votre état d'esprit et qui vont plus vous soutenir en fait dans ce que vous faites actuellement. Voilà. Donc c'est très important d'avoir différents strates d'amis entre guillemets et de vraiment fréquenter ceux qui vous tirent vers le haut et non pas qui vous tirent vers le bas. Voilà. Il a beaucoup d'amis d'enfance, il parle beaucoup d'histoires. Dont certains, il y en a un, même à la fin il se suicide, mais qui, par haine de la vie, par haine d'eux-mêmes, en fait s'écrasent, en fait, font de plus en plus n'importe quoi, la drogue, etc. À un moment, il a hébergé quelqu'un chez lui, qui était limite criminel, en fait, quoi. Enfin, il a vraiment eu très très peur. Et voilà, et pourtant c'était un ami d'enfance, et avec qui il s'entendait bien. Mais bon, c'est très très difficile en fait la barrière entre les deux. À la fois de garder ses amis parce que c'est vraiment très très important dans la vie, et à la fois ne pas que ça ne soit pas des poids dans votre développement et que ça vous permette quand même d'évoluer vers la meilleure personne que vous voulez être. Ensuite, le quatrième point, c'est comparez-vous à la personne que vous étiez hier et non à quelqu'un d'autre. Alors ça c'est ultra important. Et surtout actuellement avec les réseaux sociaux, on va sur Facebook, si on va sur YouTube, surtout sur Facebook, sur Instagram, on a tellement des vies parfaites, surtout sur Instagram, c'est vraiment le pire. On a vraiment des vies parfaites, il y a des gens on a tendance, nous, à notre niveau de bonheur, ça a été prouvé scientifiquement, que notre niveau de bonheur baisse, notre niveau de bien-être, tout simplement parce que nous, on n'a pas ce que eux ils ont. Et ça, c'est très très mauvais de se comparer à eux, parce que déjà, on ne connaît pas du tout leur vie, on ne connaît pas du tout leurs problèmes. On ne s'imagine pas que tout ce qu'ils ont, c'est peut-être complètement fake, qu'il n'y a absolument rien de vrai. Ils sont peut-être très très seuls. Enfin, voilà. On ne sait pas vraiment la réalité derrière ces images Instagram. Et l'autre point, c'est que en fait, ça vous baisse votre estime de vous-même. Donc, si tu veux progresser, eh bien, compare-toi à ce que tu étais hier. Et essaye d'améliorer ne serait-ce qu'1%, 5% de ce que tu étais hier et d'avancer au fur et à mesure. Et tu seras 100 fois meilleur très rapidement. Voilà. C'est ton estime de toi qui va augmenter si tu te compares à ce que tu étais hier, ou même à 5 ans, 10 ans, qu'est-ce que tu es devenu. Et des tout petits. Hier en fait, ça part des tout petits efforts. En fait. Si déjà vous faites un tout petit effort aujourd'hui par rapport à hier, bah, vous êtes déjà une meilleure personne. La cinquième, c'est défendez à vos enfants de faire ce qui vous empêcherait de les aimer. Alors il parle beaucoup d'éducation, il est assez vieille école, et c'est assez marrant, je pense que d'ailleurs c'est pour ça qu'il choque autant de monde. Voilà, il dit qu'il faut absolument donner des règles aux enfants qui vont leur permettre en fait, de s'épanouir et de grandir dans un cadre précis.
et que si on se laisse entre guillemets marcher dessus par les enfants, alors on a le mythe de l'enfant roi, en fait ça va baisser notre niveau de relation avec l'enfant et finalement les deux ils perdent. Ils parlent par exemple des parents qui ont beaucoup de mal à coucher leurs enfants. Et en fait, ils comptent le nombre d'heures, si par exemple on met 1 heure à coucher un enfant un soir, et que ça dure toute l'année pendant 3 ans, en fait, il dit tout ce temps, il est perdu à la fois en énervement, il est perdu donc tout simplement pour les deux, mais il est aussi perdu en qualité de relation. Et ça aurait pu être un moment pour augmenter la relation. Alors après, il y a plein de solutions pour ça. Moi, je vous ai fait une petite vidéo là sur comment améliorer le lien avec vos enfants que vous pouvez regarder. Comment avoir plus de complicité. Notamment au moment du coucher, pour voilà, ne pas dégrader la relation entre le parent et l'enfant, et accepter de déplaire à l'enfant, et en même temps bien respecter l'enfant lui-même. La sixième, c'est toujours pareil, très très important avec les commentaires sur YouTube, et les différents débats qu'on peut avoir, c'est balayer devant votre porte avant de critiquer les autres. Ça paraît vraiment évident, c'est très très difficile à faire. On a toujours tendance à critiquer les autres très très facilement pour même des choses qui sont assez bêtes. Mais il faut vraiment avoir l'humilité de regarder d'abord soi-même. Voilà. Qu'est-ce que nous on a, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on le fait aussi bien que les autres? Est-ce que finalement les autres ils n'ont quand même pas des avantages par rapport à nous? Et d'abord voir ce que nous on fait avant de critiquer les autres. Et une fois qu'on est parfait, on pourra critiquer les autres. Et du coup, il n'y aura plus beaucoup de critiques. Le septième point, c'est concentrez-vous sur l'essentiel et non sur le plus opportun. Alors il dit que dans la vie, on oublie parfois le sens de la vie, on oublie parfois la vraie direction qu'on a. Et on aurait vraiment de l'intérêt, du mérite à faire un grand sens, en fait, une grande direction et à foncer. Voilà. Si vous avez des objectifs, des rêves, c'est très 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 positif parce que ça donne un sens à toutes vos journées, ça donne un sens à la moindre chose que vous faites. Si votre objectif aujourd'hui, c'est de créer une entreprise, à 5-10 ans, enfin vous voulez atteindre tel objectif, et bien toutes vos actions dans la journée sera orientée, vous serez complètement focus vers cet objectif-là. Et c'est ça qui va donner du sens à votre vie aujourd'hui, au jour J. Et c'est pour ça que les gens qui sont soit au chômage, soit dans l'inaction ont tellement du mal à être heureux, à trouver un sens à leur vie, parce que en fait, ce qui donne un sens à une vie, c'est justement un objectif. Et concentrez-vous sur l'essentiel, tout simplement parce que si on est dans l'oisiveté ou si on est sans objectif, on va avoir tendance à se disperser, à faire beaucoup de choses qui n'ont pas beaucoup de sens et qui nous empêchent d'avancer vers ce qu'on fait. Huitième règle, je pense que pour moi c'est la plus dure, hein, clairement, c'est dites la vérité ou du moins ne mentez pas. Alors il donne beaucoup d'exemples aussi, il raconte très très bien les histoires et il donne beaucoup d'exemples où il s'est retrouvé, surtout comme il est psychologue, il s'est retrouvé dans des hôpitaux psychiatriques, donc avec des personnes qui sont très très atteintes, enfin, qui ont vraiment des pathologies assez graves. Et des personnes qui venaient lui poser des questions vraiment très très bizarres, très très gênantes. Et lui, il était obligé de dire la vérité. C'est une règle qu'il s'est donnée, mais c'est très très dur. Alors il avait l'histoire de son voisin, donc, qui était complètement alcoolique, et qui venait à 4h du matin chez lui toquer à la porte en disant est-ce que je te vends mon micro-ondes, mon grille-pain, et comme ça, avec l'argent que j'ai, je pourrais acheter de l'alcool. Donc il l'a fait plusieurs fois, etc. Et puis à un moment, en fait, où il s'est dit, mais je ne peux pas faire ça, je ne peux pas mentir à cette personne. C'est-à-dire que si je lui donne de l'argent, elle va encore plus se bourrer la gueule. Et à un moment, il le regarde droit dans les yeux, il lui dit la vérité, quoi. Et à ce moment-là, on sent qu'en fait, il a pris conscience de la détresse, du désespoir de l'autre, et il explique que cette relation était très très intense à ce moment-là, et que lui, il était très très mal, parce que voilà, l'autre, il aurait pu très très mal prendre ça et lui casser la gueule en gros. Mais l'autre a été vraiment accueilli en tant que personne, et donc voilà, il a fermé la porte et il n'a plus jamais dérangé à 4h du matin pour avoir de l'alcool. Très très important, c'est à dire la vérité ou du moins ne mentez pas. 9e règle, c'est l'écoute.
partez du principe que celui que vous écoutez en sait plus que vous. Alors j'espère que vous partez de ce principe en m'écoutant. C'est une petite blague. C'est vrai que l'écoute est très très importante et actuellement on a beaucoup de mal à écouter. On dit qu'en général on coupe une personne au bout de 8 secondes. Donc c'est-à-dire qu'en fait une discussion c'est pas une discussion, c'est juste une bataille d'ego entre je dis ce que je pense, voilà. Et du coup il n'y a pas de dialogue, d'échange et c'est comme ça à la fois la relation ne se fait pas et à la fois la discussion ne permet pas d'évoluer. Mais c'est beaucoup plus dur évidemment que ce qu'on dit. Il parle aussi de psychologues qui n'écoutent pas, enfin ça c'est assez marrant. Et que lui, quand il est psychologue et quand il est en consultation, voilà, il écoute. Et parfois, les gens vont dire quelque chose d'un peu cash, mais en fait, en laissant les gens parler, eh ben, ils vont revenir un peu sur ce qu'ils disent et finalement, il va même se retrouver à devoir... le patient va trouver lui-même la solution en fait. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses qui se résolvent simplement par l'écoute active, attentive de la personne, de votre interlocuteur. Ensuite, le 10e point, c'est la précision. Donc soyez précis dans votre discours. Ça c'est pareil, c'est très compliqué. Il faut quand même aussi beaucoup de langage, il faut aussi beaucoup d'intelligence quasiment pour faire ça. C'est que quand on parle, il faut être très précis et tout simplement parce que la personne en face peut interpréter d'un million de façons ce que vous dites. Et donc déjà, si vous êtes précis, ça réduit un peu les possibilités d'interprétation. Donc soyez le plus précis possible. À la fois, ça rejoint le point 8 pour dire la vérité, mais parfois, il faut prendre du temps pour se poser. Lui, quand il est en conflit avec sa femme, en fait, il se sépare dans chaque chambre différente et ils réfléchissent sur les causes du conflit, pourquoi chacun en est à ce niveau-là dans le conflit. Voilà. Et ils se reparlent et c'est quand même chapeau là, pour la résolution de conflit. Mais voilà, c'est vraiment la précision qui, à la fois par rapport à ce qu'on veut et par rapport à la façon dont on le dit aux autres, qui va être déterminante en fait, sur la qualité des relations. Ensuite, on a le 11e, qui est assez sympa, qui dit « Ne dérangez pas les enfants quand ils font du skate ». Alors ça, c'est assez... en fait, quand il était psychologue, il avait une clinique, et en face, il y avait un parking, et il y avait des enfants qui faisaient du skate. Et il avait de l'admiration pour eux, parce qu'en fait, ils descendaient une rampe, prenaient la vitesse, et après, ils sautaient, ils slidaient là, et à chaque fois, ils se cassaient la gueule, ils recommençaient. Et il dit que ça, c'est vraiment le plus beau propre à l'enfant, qui cherche toujours à s'améliorer, à prendre des risques. Ils n'avaient pas de casse de... Et la mairie de sa ville, comme ils voyaient que c'était dangereux, que les enfants abîmaient, etc., les rampes, ils ont mis des espèces d'installations anti-skate, en fait, pour qu'ils puissent plus... ils ont mis des petits trucs tous les 50 cm pour qu'ils ne puissent pas glisser, pour qu'ils ne puissent pas abîmer. Et en fait, alors il dit qu'il faut juger les gens par leur acte, et il va même jusqu'à accuser la mairie de cette ville, que finalement, il ne voulait pas rendre les gens heureux, puisque les skateurs étaient tellement heureux de faire ça, que le fait d'enlever ça, mais bon, après, il y a aussi le bien commun, etc. Mais c'est intéressant de voir que lui, il était admiratif du courage de ses enfants. Et donc ça, c'est la première règle. Si vos enfants font quelque chose d'un peu de dangereux, en fait, ils se testent, donc ils apprennent leur indépendance, ils apprennent à tester les limites eux-mêmes, donc ils apprennent à se connaître eux-mêmes. Voilà. Et le deuxième point, c'était on juge les personnes à leur acte. Donc, voilà. Si quelqu'un, on peut parler de l'État aussi, voilà, dans la sécurité routière, quel est le but de l'État? Est-ce que c'est vraiment votre sécurité en mettant des radars ou est-ce que c'est autre chose, piquer votre fric? Ça, je vous laisse juger. Et le dernier point, le 12e, c'est caresser les chats que vous croisez dans la rue. Alors, c'est assez marrant parce qu'en plus, après, il parle de son chien, il parle de son chat, et il parle aussi de sa fille qui a eu des gros problèmes d'arthrite et qui doit se faire opérer, il raconte le désespoir du père devant les souffrances incroyables de sa fille qui prend tous les médicaments du monde, qui voit tous les spécialistes du monde aussi.
Et en fait, il dit caresser les chiens dans la rue, c'est-à-dire quand quelque chose de bien vous arrive, profitez-en, même si c'est tout petit et même si c'est pas grand-chose. Voilà. Ça rejoint aussi pareil. Le livre sur la gratitude, là, la puissance de la gratitude de Pascal Hide que je vous ai résumé dans le premier jour. Mais dans le malheur total qui arrive à sa fille, lui il est un peu démuni, et à la fois il dit parler de la maladie quand il faut, mais pas tout le temps, parce que sinon vous allez devenir fou. Et surtout quand il arrive quelque chose de positif, parce que sa fille après va mieux, etc. Il arrive des moments où elle arrive à bien dormir, où elle a moins mal. Et ben ça c'est, il prend l'analogie du chat qui est dans la rue, et caresser le chat, c'est dire apprécier les petites choses positives qui vous arrivent, même si vous êtes au milieu d'une merde totale ou vous êtes au milieu d'un chaos. Voilà. Donc c'était ce livre-là. Il est vraiment très très intéressant. Il est un peu aussi politiquement incorrect. Bon, il va pas trop loin, mais il est vraiment, il dit des choses cash. Il se bat aussi contre les féministes. Alors, ça c'est marrant. Mais c'est toujours très intelligent, c'est toujours très très pensé, et c'est toujours, il a beaucoup aussi d'études et de références. Voilà. C'est vraiment un livre qui se lit très très bien, et surtout il raconte tellement d'histoires que voilà, j'ai eu aucun mal à lire les 400 pages, c'était vraiment plutôt un plaisir. Voilà, donc c'était Olivier pour Systémique. On arrive, donc là c'était le troisième jour. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça fait toujours plaisir. Et sur le site systémique.fr, vous trouverez la mind map. En fait, alors là, je n'ai pas fait un vrai résumé, parce que c'est presque un roman. Enfin, c'est pas un roman, mais voilà, il y a trop de points. Par contre, je vous ai répertorié les 12 règles, comme ça vous pouvez les avoir chez vous, vous pouvez les... Passez une bonne journée, et à demain pour une autre vidéo.